Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans le dossier extraordinaire que Jacques-Antoine ouvre aujourd'hui, figure la photographie d'une machine. C'est bien la machine la plus inouïe, la plus inattendue, dont j'ai jamais entendu parler. Je me ferai un plaisir dans quelques instants de vous la décrire soigneusement. Avant cela, laissez-moi vous parler de l'héroïne de cette affaire qui se déroule à Villefranche-sur-Mer au mois d'octobre 1950. Madame Curer, l'héroïne, est une femme, comme il y en a beaucoup, et que rien n'appelle à l'aventure extravagante et dramatique qu'elle va vivre. Mesdames qui m'écoutez, essayez de vous mettre à sa place, car, pour peu que vous ayez quelques sous, la même chose pourrait vous arriver. Madame Curer est une femme d'une quarantaine d'années, grande, habillée sévèrement d'un tailleur noir et d'un corsage blanc. Blonde, chignon à rouleau, lunettes, visage décidé, c'est le type accompli de la femme d'affaires. Mais elle a tout ce qu'il faut pour une vie de famille normale, mari, enfants, parents et beaux-parents. Ce samedi-là, elle a rendez-vous à 17h avec un locataire, M. Jacques Labattu. Celui-ci lui a proposé d'acheter 6 millions d'anciens francs, je vous rappelle que ceci se passe en 1950, une des villas qu'elle possède. Hormis le fait qu'il soit son locataire, Madame Curer ne connaît rien de ce M. Labattu et M. Labattu ne connaît rien d'elle. Madame Curer, qui a pris sa voiture car elle compte ensuite faire quelques courses en ville, se range à 17h précises devant la villa qui s'appelle La Rêverie et qui est distante de quelques centaines de mètres seulement de son autre villa où elle demeure avec sa famille. M. Labattu, souriant, paraît sur le perron, vient au-devant d'elle, la fait entrer dans le salon et l'invite à s'asseoir. M. Labattu, transporteur routier de 45 ans, taille petite, visage sérieux, très correctement vêtu, lit rapidement le texte de la promesse de vente que Mme Curer lui présente, puis sort son stylo. Dans le silence de la villa, Mme Curer entend la plume gratter le papier, tandis qu'elle jette autour d'elle un regard sur des meubles sans grâce, sur des gravures et des bibelots poussiéreux. « Excusez-moi, dit M. Labattu, ma femme s'est absentée pour quelques jours et le ménage laisse à désirer. » Puis ils échangent les 2 exemplaires de la promesse de vente et Mme Curer se lève pour prendre congé. « Avant de partir, chère madame, est-ce que nous pourrions nous mettre d'accord sur les quelques réparations qu'il serait nécessaire de faire dans le garage? » « Mais certainement, dit Mme Curer. En effet, l'acte de vente prévoit que ces réparations seront à sa charge. Ils sortent donc de la villa dans le jardin, d'où l'on a une assez belle vue sur l'admirable baie de Villefranche. Il fait très beau, bien que le soleil soit bas sur l'horizon. C'est l'automne sur la Côte d'Azur, la meilleure saison. Ensemble, ils font le tour de la villa, puis entrent dans le garage. C'est alors, au moment où ils passent tous deux devant la porte ouverte d'un petit appentis, que M. Labattu, subitement, se tourne vers elle et la pousse brutalement. Mme Curer n'a pas pu esquisser un seul geste de défense, pousser un seul cri, car, perdant l'équilibre, elle est tombée sur le sol du petit appentis. Immédiatement, la porte s'est refermée sur elle. Maintenant, pleine d'effroi et de stupeur, elle s'aperçoit que non seulement la porte n'est pourvue d'aucune poignée, d'aucune serrure à l'intérieur, mais qu'elle a été recouverte avec soin d'un matelas de couverture cloué et collé, destiné à étouffer tous les bruits. Ainsi s'ouvre ce dossier vraiment extraordinaire. Donc, Mme Curer se retrouve enfermée par les soins du locataire qui devait lui acheter sa villa dans une sorte de caveau obscur dont la porte est recouverte de couvertures clouées pour étouffer les bruits. Mais ce ne sont pas quelques couvertures qui peuvent empêcher une femme de crier. Il est bien connu d'abord qu'une femme peut crier même si on ne l'entend pas, qu'ensuite un cri de femme peut être si aigu qu'il franchit toutes les barrières. C'est ce qui se passe. Madame Curer crie
et ça s'entend. Alors la porte s'entrouvre pour laisser passer un revolver qui, pointé sur elle, précède l'étrange monsieur l'abattu. « Je suis de la police, dit-il. Il est inutile de crier. D'ailleurs, on ne vous entendra pas. Nous allons plutôt parler affaires, n'est-ce pas? Eh bien, sagement. Pour commencer, vous allez téléphoner chez vous, car il ne faut pas qu'on s'inquiète de votre retour. » Il semble que l'abattu ait prévu ce coup de téléphone, car il lui a fallu ajouter au moins 20 mètres de fil pour que l'appareil d'habitude installé dans le salon puisse venir jusque-là. Madame Curer hésite. D'une part, elle pense que, si cette séquestration se prolonge, les siens vont être follement inquiets, qu'il serait donc bon de les rassurer, et peut-être pourra-t-elle faire comprendre habilement à son mari qu'elle est enfermée chez son locataire. Elle saisit donc l'appareil. Mais monsieur l'abattu, toujours souriant, devant elle a levé son revolver. Madame Curer comprend donc qu'elle ne pourra rien dire au téléphone qui mette son mari sur la voie. Alors peut-être vaut-il mieux le laisser s'inquiéter? Il préviendra sans doute la police qui le recherchera. Son emploi du temps était connu, leur villa est très proche. Il est impossible qu'on ne la retrouve pas. Alors Madame Curer repose le téléphone. « Je ne téléphonerai pas, dit-elle. Bon prince, l'abattu lui tend alors un bloc de papier et son stylo. « Ça ne fait rien, dit-il. Vous allez écrire. »« Allons, écrivez. » Sous la menace du revolver, Madame Curer écrit donc sous la dictée la lettre suivante. « Je suis en panne aux environs de Cannes-Grasse. Réparation à la voiture faite, ne puis téléphoner. Téléphone trop loin et trop fatigué. Espère rentrer dimanche dans la soirée. Soignez bien Toutou. Germaine. » Madame Curer garde toute sa lucidité. Elle fait remarquer à son locataire que sa voiture étant devant la porte, ses parents vont la voir. « Je ne suis pas si naïf, répond monsieur l'abattu. Votre voiture est partie depuis une demi-heure, pilotée par une de mes amies, qui vous ressemble comme une sœur. Mais, enfin pourquoi faites-vous cela? Demande madame Curer. Vous le verrez quand il faudra. Puis, sans un mot de plus, l'abattu remet le capuchon de son stylo, prend le bloc de papier et repart, en fermant la porte avec soin. Si l'abattu a prévu réellement un sosie pour emmener la voiture de madame Curer, c'est qu'il a préparé son rapt minutieusement et de longue date. Il est donc inutile de croire qu'on la retrouvera facilement, et il a dû prévoir le moyen de tromper la police. Mais enfin, pourquoi tout ça? Et il sait que son chien s'appelle Toutou. Alors il a enquêté sur elle. Mais enfin, pourquoi tout ça? Madame Curer, assise sur une chaise, pense que la nuit doit être venue depuis longtemps. Morte de fatigue, elle s'endort, se réveille, se rendort. Folle d'angoisse, elle essaie d'imaginer les raisons qui ont poussé l'abattu à commettre un rapt aussi effarant. Une rançon? Sa famille n'est pas assez riche, alors pourquoi? Elle ne se croit pas d'une beauté particulière qui expliquerait un enlèvement. S'il s'agit d'un rapt ayant un but sexuel, pourquoi elle? À la rigueur, elle pourrait imaginer qu'un homme pris d'un accès subit décide brusquement d'abuser d'elle, mais dans ce cas, il l'aurait déjà fait. Et puis comment expliquer ce luxe de précaution, ces préparatifs? En fait, préparatifs, madame Curer est loin d'imaginer, et vous aussi, chers amis, ce qui l'attend. Au milieu d'un sommeil douloureux, madame Curer est brusquement réveillée par la porte qui s'ouvre. L'abattu se détache dans l'encadrement et dans le jour qui se lève. Mais ce que madame Curer voit, avec des yeux exorbités d'inquiétude, ce n'est pas le bol de café au lait qu'il tient dans la main droite, mais l'étrange instrument que montre sa main gauche. Madame Curer y voit en effet une boîte métallique plate et circulaire d'environ 20 cm de diamètre, qui se prolonge par un petit câble métallique d'environ 1 mètre, qui se termine en boucle. L'abattu pose la tasse de café au lait
Et Madame Curer l'entend, comme dans un cauchemar, lui expliquer. « Je suis ingénieur. J'ai mis au point un petit appareil qui vaut bien mieux que tous les liens et tous les bâillons du monde. Il tue quand on fait un mouvement et quand on crie. Je vais le fixer sur vous, mais je serai navré qu'il fonctionne, car c'est aujourd'hui dimanche et j'ai du monde à déjeuner. » En vantant les mérites de sa machine infernale, l'abattu n'exagère pas. L'engin, qui est au point de vue strictement mécanique une véritable petite merveille, se compose d'un chargeur rond de mitrailleuse américaine avec son ressort, sur lequel est fixé un câble d'acier qui se termine par un nœud coulant. Le ressort est maintenu en place par une goupille. La moindre pression fait sauter la goupille et le ressort se détend, fermant la boucle du câble. Cette boucle, qui a normalement le diamètre du cou, se serre quand le ressort est détendu au point de laisser passer à peine un doigt. Mais un mouvement d'horlogerie complète le système. Grâce à ce mouvement, le ressort peut se détendre de quelques millimètres tous les quarts d'heure et parvenir en fin de course en quelques heures. L'appareil permet donc ou un étranglement brusque avec arrachage de la goupille, ou progressif avec le lent mouvement d'horlogerie. Voilà donc l'engin dément que l'abattu fixe sur Madame Curer. Il lui passe la boucle autour du cou et plaque la boîte métallique sur son ventre, la fixant solidement avec une bande velpeau enroulée autour de sa taille. À partir de cet instant, l'appareil étant armé, Madame Curer n'ose plus faire un geste. Lorsque l'abattu s'en va, elle entend dans le salon de la villa, au-dessus d'elle, des gens rire et plaisanter. Bien qu'étant rompue de fatigue, elle n'ose pas s'endormir, de peur que l'engin ne se déclenche. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Les heures s'écoulent pour Madame Curer avec une lenteur affreuse, dans le réduit totalement obscur où elle est enfermée, n'osant faire le moindre geste, immobile comme une statue, de peur que la machine à étrangler, dont elle sent le nœud coulant autour du cou, ne la tue brusquement. C'est un supplice absolument épouvantable. Évidemment, Madame Curer a cherché comment elle pourrait s'en débarrasser. Mais elle est arrivée à la conclusion que la moindre tentative pourrait lui être fatale. De plus, elle ne peut même pas glisser les mains entre le câble métallique et son cou. La boucle étant trop serrée, et le ressort suffisamment puissant pour qu'en cas de déclenchement, il l'étrangle quand même, quitte à lui briser les mains. C'est à devenir folle. Folle de peur. Mais aussi folle d'étonnement, d'incompréhension, de stupeur. Pourquoi ça? Pourquoi elle? Pendant ce qu'elle suppose être la fin de l'après-midi du dimanche, l'abattu vient encore la voir pour... devinez, chers amis, pour lui offrir l'apéritif. Il refuse toujours de lui révéler le but de cette incroyable machination, mais il accepte de la débarrasser pour la nuit de la machine. Une nouvelle nuit s'écoule donc, plus horrible encore que la précédente, car cette fois, Madame Curer sait que le lendemain matin, elle connaîtra à nouveau le supplice de la machine à étrangler. Le lendemain, en effet, c'est le lundi, l'abattu lui fait retirer sa robe et fixe à nouveau la machine à étrangler. « Je vais bientôt vous libérer, lui dit-il. Mais auparavant, il faut que vous veniez avec moi et que vous vous déguisiez en homme. » Il apporte deux costumes, un gris et un bleu, en lui disant de choisir. Il est bien question de choisir. Elle prend le premier venu et s'habille en homme comme il veut. Alors l'abattu l'emmène à sa voiture. Il l'y fait monter en lui recommandant de s'allonger sur la banquette arrière.
Il lui a noué un foulard autour du cou pour cacher le câble et il a remonté le mécanisme d'horlogerie en lui disant « Dans 2 heures environ, vous serez étranglé. Mais rassurez-vous, je vous délivrerai avant. » L'abattu conduit doucement pour ne pas déclencher le mécanisme par un chaos ou un coup de frein trop brutal. Grâce à toutes ces précautions, ils atteignent Nice sans être remarqués. Une fois dans la ville, l'abattu descend et remonte s'asseoir à côté d'elle. Il neutralise la machine à étrangler pour quelques minutes et, la menaçant de son revolver, lui enjoint de remettre ses vêtements féminins. La machine réarmée, il lui fait signer une reconnaissance de dette de 1 200 000 francs. Ancien, je vous le rappelle. « Bien, » dit l'abattu. « Maintenant, nous allons prendre notre voiture. » En effet, Mme Curer voit qu'ils sont arrêtés place Magenta à proximité de sa propre voiture qui est garée le long du trottoir. Quelques instants plus tard, il roule en direction de Cannes. Il s'arrête dans un hôtel de golfe-juan, pendant que l'abattu commande des petits déjeuners et prend une chambre. Le mouvement d'horlogerie de son engin faisant son œuvre, Mme Curer sent le câble se serrer de plus en plus et elle manque de s'évanouir. Il monte alors dans la chambre que l'abattu a louée et le bandit remet le mouvement à zéro. Depuis longtemps déjà, il n'est plus question pour Mme Curer de résister. La pauvre femme, cela se conçoit, est terrorisée. L'abattu est arrivé à ses fins. Comme elle est entre ses mains à jouer sans aucune volonté, il lui fait téléphoner à ses parents pour les rassurer. Imaginez, chers amis, ce qui peut se passer dans la tête de cette pauvre femme tandis qu'elle parle à son mari, à sa fille aînée, au téléphone, tandis que le câble métallique lui serre le cou. C'est pour identifier la lettre qu'il lui a fait envoyer l'avant-veille que l'abattu l'a traîné jusqu'à cet hôtel de golfe-juan. Il paraît donc normal à sa famille que Mme Curer lui téléphone et celle-ci comprend pour le moment que tout se passe conformément au plan qu'avait imaginé son ravisseur. De golfe-juan, ils repartent pour Nice et l'abattu l'a conduit à sa banque. Toujours terrorisé, raide comme un piqué, sans un geste inutile, parlant d'une voix mesurée mais la sueur ruisselant sur son visage, elle demande à solder son compte, 50 000 francs anciens, qu'elle remet à l'abattu. Toute la matinée, celui-ci va essayer de faire honorer la reconnaissance de dette d'1 200 000 francs, mais sans y parvenir. Ici, le directeur de la banque n'est pas là. Là, c'est le notaire de Mme Curer qui s'est absenté. Finalement, il se retrouve assis dans un petit restaurant de ce charmant village de La Turbie, où l'abattu, généreusement, commande à déjeuner pour 2. Quel déjeuner! Mme Curer touche les plats du bout d'une fourchette, hésitante, et tremble à chaque bouchée de sentir l'appareil diabolique l'étrangler brusquement. À côté d'eux, des touristes en vacances s'esclaffent, plaisantant, sans voir bien entendu le nœud coulant d'acier que le foulard dissimule autour de son cou. Vers la fin du déjeuner, l'abattu lui dit « Vous allez me signer un acte de vente de votre voiture et je vous rendrai en échange votre reconnaissance de dette. Ce sera pour vous une bonne affaire. » Et l'abattu écrit « Mais comme il a un certain souci des règles établies, il s'inquiète soudain de ce que l'acte de vente soit manuscrit. Il appelle la serveuse du restaurant et lui demande de taper le document à la machine en 2 exemplaires. Le propriétaire du restaurant, malheureusement, ne possède pas de machine à écrire. « Oh, qu'à cela ne tienne !» s'exclame l'abattu. « Je crois qu'il y a une gendarmerie à côté. Allez porter mon brouillon aux gendarmes et demandez-leur de le taper. Je suis persuadé qu'ils accepteront de bonne grâce. » Et en effet, ils acceptent. C'est ainsi que l'abattu s'empare de la voiture de sa victime grâce à un acte de vente tapé par un gendarme sur une machine à écrire de la gendarmerie. Là-dessus, ils remontent en voiture, descendent du village au perché de La Turbie sur Beaulieu. Là, dans un parking désert, l'abattu s'arrête, dégage Mme Curer de la machine à étrangler et lui dit « Merci madame, c'est fini. Je garde la voiture, elle est à moi maintenant. Vous êtes libre. Mais si vous parlez, je vous tue. » Mme Curer entend tourner le démarreur et voit la voiture s'en aller. Debout, seule dans ce parking, elle reste quelques instants immobile et se demande si elle ne vient pas de faire un cauchemar.
Mais non, elle n'a pas rêvé. Elle sent avec ses doigts la marque de la boucle d'acier autour de son cou. Rentrer chez elle à pied. Là encore, chers amis, il faut imaginer l'étonnement, le doute qui s'empare de sa famille lorsqu'elle raconte son histoire. Et celui des policiers, donc. Ce n'est qu'avec la plus extrême réserve qu'un brigadier de gendarmerie veut bien se rendre à la villa de la Rêverie, où il sonne, timidement. Une jeune femme très jolie, mais très frêle d'aspect, vient leur ouvrir. C'est Madame Labattue, revenue d'un week-end de 48 heures qu'elle a passé à Nice. Son mari n'est pas là. Le brigadier lui demande alors de visiter la maison. Se fiant aux indications que lui a données Mme Curer, il trouve l'appentis avec sa porte matelassée, dont le soupirail a été aveuglé d'un drap noir. « Votre mari revient bientôt ?» demande le brigadier. « Je l'attends, dit Madame Labattue. Il vient de me téléphoner, il m'a demandé d'aller chercher une tarte chez le pâtissier pour dîner. » Perplexe, le brigadier s'assoit et attend. Lorsque Labattue arrive, le brigadier se dissimule, jusqu'à ce qu'il soit rentré et qu'il ait fermé la porte. Évidemment, Labattue rit beaucoup d'entendre le récit de monsieur le brigadier de gendarmerie, mais il ne peut empêcher celui-ci d'aller jeter un coup d'œil sur la voiture. « Mais c'est la voiture que ma propriétaire vient de me vendre, explique Labattue. D'ailleurs, voici l'acte de vente. » Jusque-là, c'est plausible, bien entendu. Mais ce qui devient difficile à expliquer, c'est l'apparition, devant l'œil rond du brigadier, abasourdi, de la machine à étrangler dans la malle arrière. La pauvre petite Madame Labattue, qui manifestement n'est au courant de rien, regarde bientôt aller et venir les policiers dans sa maison et voit son mari partir, les menottes aux mains. Quelques jours plus tard, la malheureuse a tellement honte de ce qui vient d'arriver qu'elle signe un engagement volontaire comme infirmière auxiliaire pour l'armée d'Extrême-Orient. Et là, chers amis, on ne saura jamais. Non, on ne saura jamais comment une idée aussi saugrenue a pu venir à l'esprit d'un citoyen jusqu'alors paisible, car Labattue, l'inventeur de la machine à étrangler, il s'est pendu dans sa cellule. La strangulation a été décidément chez lui une obsession. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Voici l'histoire terriblement banale d'un homme qui tue sa compagne en février 2018 dans le Maine-et-Loire. Avec cette terrible particularité que le meurtre a lieu sous les yeux de leur petite fille de 6 ans. Ce qui a 2 conséquences. D'abord, je ne vous donnerai pas le prénom de l'enfant. Normal, c'est la loi qui nous y oblige. Mais je ne vous donnerai pas non plus le nom du père. Parce que la petite fille, évidemment, en a hérité. Terrible héritage. Elle a le droit de grandir dans l'anonymat. Pour le débrief, maître Mathilde Livenet, avocate justement de la petite fille, interview disponible dans un podcast à part. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1. Christophe Ondelat.
Ça se passe en février 2018, dans la région d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Et c'est l'histoire d'un couple qui ne va pas bien. Un couple dans lequel on parle de se séparer. Un couple qui ne va pas bien au point qu'en ce soir du 18 février 2018, elle, qui s'appelle Estelle Veneux, a prévu de dormir chez sa mère, et lui qui se prénomme Bader, a prévu de dîner chez ses parents, avec leur petite fille de 6 ans, que nous appellerons Eva donc, même si ça n'est pas son vrai prénom. Et là où ça se complique, c'est que ce soir-là, Estelle n'arrive jamais chez sa mère. Mais vers 19h15, elle lui envoie un SMS. « Maman, Eva est encore malade, elle n'ira pas à l'école demain, je reste lui faire un gros câlin et je rentre. » Elle lui fait un gros câlin, parce que sa fille Eva ne va pas passer la nuit avec elle, mais avec son père. Et voilà, la soirée s'écoule, et Estelle n'est toujours pas là. Le câlin ne peut pas avoir duré aussi longtemps. Sa mère l'appelle, elle la rappelle. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Elle tombe systématiquement sur son répondeur. Et elle est d'autant plus inquiète qu'Estelle habite à 10 kilomètres. La soirée s'écoule. Toujours pas de nouvelles. Alors elle joint son autre fille, Émilie. Moi, je l'ai appelée plusieurs fois et elle répond pas, quoi. Tu peux essayer de l'appeler, toi? T'auras peut-être plus de chance. Et la sœur appelle, et Estelle ne lui répond pas non plus. Alors, vers 11h moins 10, la mère se décide à appeler Bader, le compagnon de sa fille, en sachant que ça barde entre les deux en ce moment. Ah bon? Elle n'est pas chez vous? Écoutez, elle n'est pas là. Je sais absolument pas où elle est. D'accord. C'est quand même inquiétant. Je pense que je vais appeler la gendarmerie au cas où, quoi. Il y a peut-être eu un accident entre chez vous et chez moi. Finalement, c'est sa seconde fille, Émilie, qui appelle les gendarmes d'Angers. Bon, d'accord. On va envoyer un équipage sur place. Vous pouvez nous indiquer l'adresse de votre fille et de son compagnon? Oui, bien sûr. Elle habite à Bushman, au 26 bis, rue des Vignes. Entendu, madame. On vous tient au courant. On vous tient au courant? Non. La mère est trop inquiète pour attendre tranquillement devant son téléphone. Elle décide d'aller sur place elle aussi. Elle y arrive en même temps que les gendarmes. Il est 00h30. Les gendarmes frappent à la porte. C'est Bader, le compagnon, qui leur ouvre. Ils l'ont manifestement surpris en plein sommeil. Il est en calbute. Je vous jure que je sais pas du tout où elle est. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que elle est partie en voiture, et sa voiture n'est pas là. D'accord, monsieur, d'accord. Le modèle de la voiture? C'est une Peugeot. Une 106 Kid. Noire. Ok, monsieur. Écoutez, on va lancer une recherche. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, monsieur, sur le début de soirée? Eh ben, Estelle est passée à la maison en fin d'après-midi pour voir notre fille, Eva. Et après, moi, je devais dîner chez mes parents. Et donc, je suis parti avec Eva. Il était 19h20, 19h30. Et vous y êtes resté jusqu'à quelle heure, chez vos parents? J'y suis resté pas très longtemps, en fait, parce qu'Eva était pas bien. Elle était malade, elle s'est mise à pleurer. Alors j'ai dit à mes parents, elle est pas bien, je rentre, quoi. Et donc on est rentré. Et quand on est arrivé à la maison, bien Estelle n'était pas là. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa voiture non plus était pas là. Et ça ne vous a pas inquiété? Ben non, puisqu'elle avait prévu de dormir chez sa mère. Bien, monsieur. Écoutez, s'il n'y a pas de nouveau demain matin, faudra que vous veniez signaler sa disparition à la gendarmerie. D'accord, entendu. L'hypothèse d'un accident entre Bushman, où vit Estelle, et la Poissonnière, où vit sa mère, tient la route, si j'ose dire.
Certes, il n'y a que 10 kilomètres, mais beaucoup de virages. Et donc, en pleine nuit, les gendarmes décident de refaire la route. Ils scrutent les fossés à la lumière de leurs phares. Rien. Pas de trace de la Peugeot 106 d'Estelle. À 1h19 du matin, Bader poste un message sur Facebook. Sans nouvelles d'Estelle Veneux depuis hier 22 février, lorsqu'elle a quitté notre maison à Pouchemène, direction la Poissonnière. Elle est partie de la maison vers 19h15, 19h30. Elle conduit une 106 Kid noire. Elle porte une doudoune beige. Merci de partager et surtout de donner la moindre nouvelle, même qui semble insignifiante. Je vous en supplie. Le lendemain matin, Bader fait ce que lui avaient conseillé les gendarmes la veille. C'est-à-dire qu'il va à la gendarmerie signaler formellement la disparition d'Estelle. Elle travaille, je suppose, votre compagne? Oui, elle est assistante pédagogique auprès de l'Université catholique de l'Ouest. Vous étiez là, vous, quand elle est rentrée de son travail hier? Oui, elle a passé, je dirais, une demi-heure à jouer avec notre fille, Eva. Et ensuite, comme c'était prévu, elle est partie chez sa mère pour la nuit. Pourquoi est-ce qu'il était prévu qu'elle dorme chez sa mère hier soir et pas chez vous? Parce que ça va pas trop entre nous en ce moment. On a décidé de se séparer. D'accord. Et vous en avez parlé de ça hier soir? Avant qu'elle ne disparaisse? Oui. Enfin, on a parlé de notre maison. On l'a fait construire ensemble, savoir comment on allait la vendre, quoi. Et la discussion s'est bien passée? Oui. Mais disons que c'était un échange un peu froid. À quel sujet, précisément? Eh bien, elle avait pris rendez-vous aujourd'hui dans une agence pour mettre la maison en vente. Et moi, je lui ai dit que je voulais pas l'accompagner. Et ensuite? Ensuite, je suis parti avec notre fille chez mes parents. Et quand vous rentrez de chez vos parents, vous ne vous inquiétez pas qu'elle ne soit pas là. Ah non! Puisqu'elle devait dormir chez sa mère, je vous dis. Cela dit, je l'ai appelée. Pas parce que j'étais inquiet, mais parce que la petite était pas bien, elle voulait lui parler. Mais bon, elle n'a pas répondu, quoi. Et donc après, je lui ai envoyé un SMS. Attendez, le voilà, regardez. Je vous le lis, ce SMS. Pas cool de pas nous répondre, on va au lit. En plus, on allait manger chez mes parents, Eva n'a pas voulu. Elle te réclamait. Le message a été envoyé à Estelle à 20h49, accompagné d'une photo d'Eva. Et à partir du moment où sa mère m'a dit qu'Eva était pas chez elle, je lui ai envoyé d'autres SMS. Jusqu'à ce matin. Regardez. Les gendarmes sont comme vous, hein? Vous envisagez qu'il soit pour quelque chose dans la disparition d'Estelle. Vous envisagez même qu'il l'a tuée, n'est-ce pas? Les gendarmes aussi, rassurez-vous. Moi, comme toujours, je reste dans ma neutralité légendaire. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble, Estelle Veneux et vous? 10 ans. Qu'est-ce qui va plus entre vous? Elle me trouve envahissant, trop jaloux. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais bon, on a décidé de se séparer, mais c'est quand même la mère de ma fille. Je veux dire, j'ai encore quand même un peu de sentiment pour elle. La petite Eva, à propos, où est-ce qu'elle est à cette heure-ci? Sa maman a disparu et son père est chez les gendarmes. Eh bien, c'est sa Tati, la sœur d'Estelle, qui la garde. Et elle vient de lui dire un truc très étrange. Tati, faut que je te dise un truc. Le cadre photo, là, il est tombé. Et la sœur tourne la tête
Et effectivement, un cadre qui d'habitude est posé sur une console est là par terre, en 1000 morceaux. Et là vous vous dites, et la sœur pareil, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça d'entrée, la petite Eva? Parce qu'il y a eu une bagarre? C'est ça qu'elle a voulu dire? La sœur, Émilie, appelle immédiatement les gendarmes. Ma nièce commence à me raconter des choses. Il s'est passé quelque chose, je pense. On va entendre la petite alors. D'accord, mais... Vous savez, elle a que 6 ans, hein? Oui, mais il y a un service spécialisé pour ça. La PAPED, la permanence d'accueil et de prévention des enfants en danger. Des gendarmes formés à recueillir le témoignage des enfants. Alors, Eva, tu vas me raconter s'il s'est passé quelque chose hier soir à la maison? Entre ta maman et ton papa? S'il s'est passé quelque chose, hein, bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui me gêne. Mon papa, il est monté sur maman pour la faire endormir. Après, il l'a mis dans les toilettes et même dans la chambre. Et après, on est parti. Et quand on est revenu, maman, elle était plus là. Son papa est monté sur sa maman pour la faire endormir. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire précisément, cette petite fille de 6 ans? Retrouvez Christophe Andelat pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Cette voiture, elle a toujours été là. À 6 ans, vous la faisiez rouler dans les 4 coins de votre chambre. À 15 ans, vous la pilotiez sur les circuits de vos jeux vidéo préférés. Et aujourd'hui, vous avez fini de jouer, mais pas de vous faire plaisir. Jusqu'au 30 septembre pendant les Star Days, prenez le volant de la Mercedes de vos rêves et profitez de nos offres sur de nombreux modèles. Rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelat raconte la suite de votre récit. Elle raconte qu'elle était là, dans un fauteuil, en train de regarder une vidéo sur une tablette, et que son père et sa mère se sont bagarrés dans le salon. Papa, il a poussé maman sur le canapé, et puis il lui a appuyé sur le ventre avec les mains, et après maman, elle s'est endormie. La suite de son récit est terrifiant. Son père a tiré sa mère par les bras jusqu'aux toilettes. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a fait tomber le cadre photo. Et plus tard, il l'a tiré dans l'escalier jusqu'à leur chambre à l'étage. Il m'a dit qu'elle était fatiguée. Il pensait qu'il fallait qu'elle se repose. Tu m'étonnes que quand elle est arrivée chez ses grands-parents, elle n'était pas en forme, cette petite fille. Pendant ce temps-là, son père, Bader, est toujours interrogé au commissariat, en tant que témoin. Sauf que là, changement de programme. Bien, monsieur, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons des éléments, monsieur, qui laissent penser que vous n'êtes pas étranger à la disparition et probablement à la mort de votre femme. Dans l'immédiat, monsieur, vous allez venir avec nous, nous allons perquisitionner votre pavillon. Rien d'évident chez eux, hormis ce cadre fracassé. Les gendarmes font des prélèvements, je vous le dis tout de suite, ils ne donneront rien. Et maintenant, c'est parti pour la garde à vue, qui démarre façon diesel. J'ai rien fait, j'y suis pour rien. Jusqu'à ce que les gendarmes lui disent ce que vient de raconter sa petite fille. Bon. C'est vrai, je vous ai pas dit toute la vérité.
Mais c'est pas ce que vous pensez. Allez-y, monsieur. On vous écoute et on en jugera. Il dit qu'Estelle est arrivée chez eux, comme c'était prévu, à 18h30 pour voir sa fille et récupérer des papiers pour mettre la maison en vente. Il raconte qu'elle a d'abord joué avec Eva pendant une demi-heure à l'étage et qu'après ils ont parlé des vacances de février et de qui allait s'occuper de la petite. Et voilà, le ton est monté. Elle m'a fait tout un tas de reproches. Elle m'a dit que elle ferait tout pour que je voie Eva le moins possible. Elle était dans une colère incroyable, quoi. Et à un moment donné, elle m'a donné une gifle. Et elle a commencé même à me donner des coups de pied. Alors moi, je l'ai attrapée par les épaules pour la renverser sur le canapé, quoi. Votre petite fille dit que vous vous êtes mis sur elle. Vous confirmez? Oui, mais c'était pour la maîtriser. C'était pour qu'elle bouge plus. Je la tenais par son écharpe. Et j'ai serré. J'ai serré pour qu'elle arrête de bouger, quoi. À un moment donné, j'ai vu que ses lèvres étaient devenues bleues, que sa langue sortait de sa bouche et qu'il avait de l'écume sur les lèvres aussi. J'ai pris son pouls et je me suis aperçu qu'elle était morte. Mais je voulais pas la tuer. Je vous jure, je voulais pas. C'est pas la peine de jurer devant un gendarme, Bader. De toute façon, il ne te croit pas. Et vous avez tenté de la réanimer? C'est là que ça se complique pour toi, Bader. Parce que si t'as pas tenté de la ranimer, alors ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme bêtise, quoi. Je savais pas quoi faire. J'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et donc, j'ai décidé de faire disparaître le corps. La suite est stupéfiante. Écoutez bien. Il est allé chercher sa voiture, une Skoda. Il l'a garée en marche arrière devant la porte d'entrée de la maison. Il a mis la petite Eva à l'arrière sur le siège auto avec sa tablette pour l'occuper. Il est allé chercher le corps d'Estelle et il l'a mis dans le coffre. Emballé, c'est pesé, devant sa petite fille de 6 ans, dont il dit qu'elle n'a rien vu. Mais c'est pas sûr. C'est une chose d'étrangler sa femme. C'en est une autre de le faire devant sa fille de 6 ans. Et vous êtes allé où après? Je suis allé à Belluard. C'est un village à 10 kilomètres. D'accord. Et alors quand vous êtes arrivé là-bas? Je me suis garé près du pont sur la Loire. J'ai jeté le corps d'Estelle dans l'eau, aussi les sacs qu'elle avait préparés, et puis son sac à main, et son téléphone portable. J'aurais pas dû faire ça, puisque c'était un accident. J'aurais pas dû faire ça. Et pendant ce temps-là, Eva regardait une vidéo à l'arrière de la voiture, sur sa tablette. Et après, il est allé chez ses parents pour dîner, comme prévu. Mais la petite réclamait sa mère. Elle était en larmes. Elle était terrifiée. Elle était inquiète. Elle avait compris, sans comprendre. Alors il l'a ramenée et il l'a couchée. Et après, je me suis occupé de sa voiture. La voiture d'Estelle, parce que sinon, on pourrait pas croire qu'elle était partie. Alors j'ai pris sa voiture, et je suis retourné à Belluard, et j'ai poussé la voiture dans la Loire, pile à l'endroit où j'avais jeté le corps. Et je suis rentré à pied. Je suis arrivé très peu de temps avant que vos collègues ne débarquent à la maison.
La présence de sa petite fille de 6 ans tout au long de ce scénario est un truc hallucinant. Hallucinant. Et le pire, c'est qu'il explique que s'il s'est débarrassé du corps, c'est pour le bien de sa fille, figurez-vous. Je me suis dit que si on retrouvait le corps, forcément, on allait m'accuser d'avoir tué Estelle volontairement, alors que c'est pas vrai. C'est un accident. J'ai pensé qu'on allait m'envoyer en prison et qu'Eva allait se retrouver toute seule. C'est pour ça que je me suis débarrassé du cadavre. Pour faire croire à une disparition. Pour le bien d'Eva. Le bien d'Eva. Un bienfaiteur, alors. Donc c'est un meurtre, et même possiblement un assassinat, c'est-à-dire un meurtre prémédité. Mais non, c'était pas prémédité, sinon j'aurais pas fait ça devant ma fille. Ça s'entend. C'est un argument convaincant. Enfin, disons, à moitié convaincant. La place qu'il a donnée à sa petite fille tout au long du crime indique qu'elle n'était pas précisément au centre de ses préoccupations. Bon, maintenant, il faut retrouver le cadavre et la voiture. Et donc, sur ces indications, les gendarmes vont sur place. On est en février, en plein hiver. Les berges de la Loire sont boueuses. Et il y a du courant. Beaucoup de courant. On voit bien la trace que la voiture a faite quand il a poussé la voiture à l'eau. Mais bon, pour la suite, il va falloir qu'on fasse venir des plongeurs. Tu t'en occupes? Il faut 2 semaines pour localiser la voiture par 6 mètres de profondeur. Et pour la remonter. Mais le cadavre est introuvable. Entre-temps, Bader a été présenté au juge d'instruction et mis en examen pour meurtre sur conjoint. Meurtre tout court, ça vaut 30 ans, maxi. Meurtre sur conjoint, c'est une circonstance aggravante, il encourt la perpétuité. Sauf si à la fin, bien sûr, le juge retient le scénario de l'accident, tel qu'il l'a maintenu dans son cabinet. C'était un accident, c'était un geste malheureux sous la colère, comme on s'est violemment disputé, il y a eu, je sais pas, des instants de folie, quoi. Et puis une fois que le mal a été fait, j'ai tout de suite regretté. Et je me sens coupable que ça soit passé sous les yeux de ma fille, monsieur le juge. J'ai détruit la vie d'Estelle, la vie de ma fille, de ma famille, à partir de 2016. Lui parle de dispute, mais la mère d'Estelle dit que c'est plus que ça. D'abord, Bader, c'est quelqu'un de très radin. Il était tout le temps sur son dos pour qu'elle dépense pas d'argent. Mais ça c'est rien. Il est autoritaire, vous pouvez pas imaginer. Il y a qu'un truc qui intéresse ce type, c'est le vélo, le cyclisme. Et là, je peux vous dire qu'il est pas radin, hein, pour le vélo. Alors les vacances, c'est le vélo. Estelle, elle voulait aller ailleurs. Mais lui, il y avait que le vélo qui comptait, il y avait que ça. Un tyran domestique. Il méprisait Estelle, il lui criait dessus tout le temps. Il passait son temps à lui dire qu'elle était grosse, il la traitait de grosse vache. Alors que c'est lui qui l'a stressée, qui l'avait rendue comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle est restée avec lui. Pour Eva, sans doute. Et la mère et la sœur racontent que ces derniers temps, Estelle avait commencé à s'émanciper, qu'elle faisait de la gym pour maigrir,
et que ça marchait, elle avait maigri, et que lui ne supportait pas cette émancipation. Il était jaloux, en fait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a forcé à installer une appli sur son téléphone pour la géolocaliser en permanence. C'est normal, ça. Mais d'après ce que raconte la mère, c'est un week-end en famille à Center Park qui a mis le feu aux poudres. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines pile. Et la mère d'Estelle était là. Il a été odieux avec Estelle tout le week-end. Tout le week-end. Et avec nous aussi. À un moment, il nous a carrément fait un doigt d'honneur. Vous voyez? Et c'est en rentrant de Center Park qu'Estelle a décidé de le quitter. 3 semaines donc avant qu'il ne les trompe. Lors d'une nouvelle perquisition dans une poubelle du garage, les gendarmes trouvent une enveloppe déchirée. Ils reconstituent le puzzle et je vous lis ce qui est écrit dessus. C'est une sorte de liste en 8 points. Petit 1, aller. Petit 2, faire. Petit 3, transfert 106 Skoda vers. Petit 4, déposer Skoda. Petit 5, emmener elle. Petit 6, nettoyer. Petit 7, jeter. Petit 8, rentrer. C'est un peu énigmatique. Lui dit qu'il a écrit cette liste juste après avoir étranglé Estelle pour organiser la suite. Mais s'il a écrit cette liste avant le crime, alors c'était prémédité. Alors c'est un assassinat. On finit par retrouver le corps d'Estelle Veneux 1 mois et demi après le meurtre, en avril, coincé dans des branchages sur les rives de la Loire, à 50 kilomètres de là où il dit l'avoir jeté. Et le juge ordonne une autopsie, naturellement. Elle n'a pas été facile, puisque le corps est resté 1 mois et demi dans l'eau. Mais je vous confirme qu'elle a été étranglée. Mais dans la foulée, une deuxième autopsie ouvre une piste terrifiante. Nous avons trouvé de l'eau dans les poumons, ce qui ouvre l'hypothèse selon laquelle elle a été jetée vivante dans le fleuve, même si, à notre avis, elle serait de toute façon décédée des suites de l'étranglement. Plus l'instruction avance, et plus ça s'aggrave pour Bader. Le procès a lieu en février 2023 devant la cour d'assises d'Angers, 5 ans pile après le crime. Et il est marqué par le témoignage de la petite Eva, qui a maintenant 11 ans. Elle n'a pas voulu se retrouver face à son père, alors elle témoigne en vidéo depuis une salle juste à côté. Et c'est déchirant. Maman est arrivée à la maison. Elle est tout de suite venue me voir. Avec lui, ils ont parlé d'un dossier pour la maison. Et ils ont commencé à se disputer. Je les ai suivis dans le salon. Et là, il a mis ses mains autour du cou de maman. Il l'a fait tomber sur le canapé. Et il s'est mis sur elle comme si c'était, je sais pas moi, un cheval. Et c'était comme s'il appuyait fort, quoi. Comme s'il poussait quelque chose de lourd. Et moi, je pleurais. Je hurlais. Je voyais à un moment les pieds de maman bouger. Et après, je les ai plus vus bouger. J'ai demandé si ça allait bien. Il m'a dit qu'elle était juste fatiguée.
Les minutes qui ont suivi étaient très longues. Moi, je voulais ma maman. Normal. J'avais peur pour elle. Il m'a dit que maman, elle était plus là. Et qu'elle était partie. Et maintenant, à cause de lui, moi, j'ai plus de maman. Elle ajoute qu'elle ne veut plus jamais revoir son père, qu'elle le déteste. L'avocat général requiert contre Bader 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté. Il est presque entendu par les jurés. 30 ans, assorti de 18 ans au lieu de 20 ans de sûreté. Avec une peine complémentaire. La Cour ordonne que vous soyez déchu de votre autorité parentale sur la petite Eva au profit de la sœur de la victime. Il ne fait pas appel. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.